Et et pour revenir à la discussion, tu vois, qu'il y a eu au magasin, si tu as bien suivi la vidéo depuis le début, j'ai mis une vidéo où il y avait trois, quatre personnes qui débattaient par rapport aux conséquences du manque de la vie du père ou bien du manque des séquelles du passé de la femme sur sa vie future. Et quand on suit le débat, je veux mettre justement un peu le débat et je voulais justement continuer avec cette vidéo parce que c'est sur cette vidéo que je me suis basé pour pouvoir revoir encore quelques bases hein, dont on a déjà parlé pas mal sur la chaîne. Qu'est-ce qui fait que, genre, parce qu'une fille est orpheline, elle va pas aimer un homme? Voilà, Non, voilà. non, non. Je n'ai pas dit qu'une fille est orpheline, elle ne va pas aimer un homme. Tu vois, les femmes ne sont pas comme nous. Ok. Donc, je voulais aussi expliquer qu'en fait, généralement, dans des groupes et autres, je n'aime jamais rentrer, moi, dans des débats lorsqu'il n'y a pas de preuves tangibles, c'est-à-dire des documents sur lesquels on se base, des statistiques en général, et comprendre aussi, et savoir aussi discerner les statistiques en question. Donc, moi, je suis comme ça. Mais quand c'est juste pour parler, puis je me retire et je les laisse débattre et j'essaie, moi, d'analyser les groupes. Donc, j'étais vraiment très, très en retrait et je les laissais débattre. Parce que ici, on connaît déjà les bases. On connaît déjà, comme la question qu'il a posée au tout début, quand Qu'est-ce qui fait que, genre, parce qu'une fille est orpheline, elle va pas aimer un homme? Voilà. ben, en fait, on revient encore sur ça, l'absence du père, que ça soit physique ou émotionnel. Et je veux justement continuer justement avec ça. Je veux pas. En fait, la vidéo était comme une espèce de document preuve pour te dire sur quelle base je suis parti pour pouvoir justement te faire cette vidéo. Et on va bien écouter encore pour histoire de voir quelques attitudes, quelques comportements de ces femmes qui, à force de manquer le rapport de qualité avec le papa lorsqu'elle était petite fille, eh ben, à l'âge adulte, cette femme s'est mise à adopter des comportements dysfonctionnels, en fait. Voilà, Non, voilà. non, non. Je n'ai pas dit qu'une fille est orpheline, elle ne va pas aimer un homme. Tu vois, les femmes ne sont pas comme nous. Ok. Elle peut aimer un homme, mais elle est hantée par sa souffrance, la souffrance qu'elle a eue après ses parents. Parce que moi, enfin, Généralement, elles sont hantées par cette souffrance-là. justement, c'est ce qu'il dit, il a pas tort et vous n'avez pas. Je vais développer ces sujets je vais développer ces sujets plus tard parce que elle fait allusion à ce que, ben, en général, une relation qui s'est mal, une relation qui finit mal, une relation où une femme a été blessée, la, a des conséquences futures, a des conséquences dans la vie future de la femme, en fait. C'est de ça dont il veut faire allusion. Mais, attention, une femme qui a déjà une mauvaise base, une femme qui a déjà un ego mal placé, une femme qui a déjà des séquelles dans son passé, une femme qui n'a pas eu la vraie version du papa qui est censé lui donner le repère par rapport à enfin, le repère hein, par rapport à toute cette sécurité dont elle a besoin pour faire face par rapport aux relations toxiques, oui, cette personne aura des problèmes. Mais une personne qui a un ego sain, même si la relation se passe mal, elle s'est dit, c'est OK, ça fait partie de la vie, c'est une expérience de vie et j'enchaîne. Mais la rupture qui l'a blessée ne sera pas un prétexte pour pouvoir faire payer à d'autres hommes qu'elle rencontrera dans le futur les conséquences néfastes de celles qu'elle vient de connaître, de la relation qu'elle vient de connaître précédemment. Et tout ça, ça dépend.
généralement, elles sont hantées par cette souffrance-là. Les femmes qui sont hantées, ce sont les femmes dysfonctionnelles. Ce sont les femmes qui essayent de ne pas mourir. Justement, c'est ce qu'il dit, il n'a pas tort et vous n'avez peut-être pas tort non plus. Ouais, ça veut dire quelqu'un qui a souffert et qui trouve de l'amour ne peut pas être comme un moyen de remettre justement. Attention, tu vois, ça dépend. J'ai posé une question. Oui, ça dépend de l'idéologie qu'elle a. Quelqu'un peut souffrir, mais elle se dit non. Moi j'ai souffert, j'ai été abandonné, je suis resté orpheline, mais je dois aider mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Il y a des femmes comme ça. Mais il y a des femmes, elle est hantée par sa vie intérieure. Tu comprends? Mais tout ce qu'elle a vécu, elle fait souffrir l'homme ou les amis qui n'ont rien à voir avec sa souffrance. Ben, on en revient encore aux mêmes caractéristiques. En fait, on en revient encore aux caractéristiques au fait, des femmes dysfonctionnelles. Et c'est pourquoi, justement, je vais continuer par rapport à la vidéo parce qu'ils étaient toujours en train de tourner sur le même, sur le même sujet, en fait, tout en donnant des points de vue différents. Un autre symptôme de dysfonctionnalité est la femme qui se noie dans l'alcool. Je voudrais aussi préciser ça aussi. Et la mutilation de son corps avec des cutters, des lames et tout et consorts. Ici, je n'ai pas vraiment de dessin à te faire, mais car on connaît tous dans notre cercle social ces gens de femmes qui, lorsqu'elles sont anxieuses, lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles sont en tout cas mélancoliques, en tout cas, ont toujours tendance à se mutiler le corps. On connaît tous cela. Et bien justement ça, ce sont des signaux qui te montrent que il faudra vraiment se méfier, il faudra vraiment assurer ses arrières si tu ne veux pas finir à la, à l'hôpital dans un centre d'urgence. Et il y a aussi la femme qui s'adonne à la promiscuité sexuelle comme recherche de validation. En tout cas, ça, c'est l'un des comportements le plus révélateur. C'est le genre de femme qui tamponne tous les hommes de son cercle social, que ce soit au travail, que ce soit club de sport, club de danse, club, ça peut être aussi au travail, du quartier, peu importe en fait. Bref, la femme a goûté à tous les magnums de son répertoire de téléphone, y compris de ses réseaux sociaux. Je me souviens, lorsque j'ai donné des cours de danse en Kizomba, j'avais une étudiante qui performait très bien et de temps en temps, je l'invitais à venir m'assister lors des cours. Elle s'appelait Hélène. Peut-être que je te mettrai la photo pour que tu vois, sans montrer le visage, bien sûr, par respect, pour qu'il n'y ait pas histoire de sauver un peu la vie privée des gens. Ben, cette fille, c'est le genre de fille qui ne ferait du mal à aucune mouche. Elle est d'une soumission complètement implacable. Sa particularité est que elle, tous les hommes de ses collègues, en tout cas, sont tous passés par elle, passent toujours par elle pour avoir du réconfort. On l'appelait même, on l'a surnommé distributeur. Je t'assure. On l'a surnommé distributeur. Je dis, mais comment est-ce que ça s'est fait? Au fait, son avantage, lorsqu'elle était dans mon groupe, était que ben, elle avait la chatte facile de pouvoir faire venir beaucoup d'hommes, beaucoup de gens. C'est un de mes étudiants qui m'annonça que, mais attends, toi, tu sais pas que ça là, c'est une distributeur, enfin, c'est un distributeur de sexe, des trucs et autres.
Il suffit seulement de lui acheter à boire et puis voilà, tu verras quelle affaire sera faite. Donc, elle a fini non seulement avec mes élèves, y compris moi aussi, je ne pouvais pas passer, ses collègues de classe, c'est là, elle partait faire des séances parce que c'était une policière, elle partait faire des séances des tirs, elle a fini avec tout le club de séances de tir, elle a passé, donc elle a connu tout le monde, presque tout le monde, et sans compter les autres profs que je connais. D'ailleurs, elle est passée partout. Une sado, c'est-à-dire, en fait, c'est le genre de femme qui, pour passer à l'acte sexuel, bien sûr, a besoin de ces goinfrées d'alcool. En fait, en réalité, c'est une femme qui n'aimait pas ça. Et je ne sais pas, mais je pense que lors de nos échanges, j'ai réussi à lui révéler cette, ce côté sensible de la part d'elle. Après nos échanges, après nos débats, une fois je lui ai dit, je lui ai fait comprendre que je sais que tu n'aimes pas ça. Ce n'est pas normal. Si pour à chaque fois avoir des rapports, il te faut te bourrer, il te faut passer à l'acte ou ce genre de trucs, ben écoute, ça, franchement, je pense que tu n'aimes pas ça. Elle m'a fait comprendre le contraire, mais je lui ai dit, si vraiment tu tiens à moi, eh ben, ne bois plus d'alcool lorsque tu as envie de moi. Eh bien, c'était ce jour-là où la dame s'était dévoilée. Donc, la femme qui, pour avoir des rapports sexuels, a besoin de se bourrer d'alcool est une femme qui n'aime pas ça. En fait, l'alcool est un moyen pour elle d'oublier ce qu'elle a fait ou de justifier, de se trouver une justification. Ah, je l'ai fait parce que j'étais bourré. C'est-à-dire, elle va éviter de penser à son traumatisme d'enfance, mais va se donner une raison. Bon, de toute façon, j'étais sous. Voilà, c'est tout, ça s'est passé. Ben voilà, je n'ai pas à me reprocher de quoi que ce soit. Donc, ça permet à la femme de justifier sa tendance à la promiscuité. Le mécanisme est que chaque homme qui acceptait de la tamponner validait son ego. Voilà ce que recherche en réalité la femme qui se donne à monsieur, à tous les hommes. Donc, elle recherche l'attention qu'elle n'a jamais eue au moment où elle devrait l'avoir. Et c'est extrêmement difficile de se remettre du traumatisme d'enfance, surtout avec la promiscuité sexuelle. Parce que tout ce dont tu as manqué dans ton enfance te suivra pour le restant de tes jours. Tu peux l'intellectualiser, l'accepter, mais jamais totalement l'oublier. La femme qui a manqué ses rapports avec son père, la femme qui a manqué ses rapports sains avec son père à son enfance, à l'âge adulte, elle va compenser cela en donnant à tous les hommes qui passent et chaque homme qu'elle tamponne lui donnera cette validation pour booster son ego. Et lorsqu'elle s'est fait valider par ses multiples partenaires, c'est une façon pour elle de crier: regarde-moi, papa. Regarde-moi, papa, je suis là. Regarde. Regarde-moi. J'existe. J'ai de la valeur. Donne-moi de l'attention. Regarde-moi, papa. Regarde-moi. Tu vois que j'ai de la valeur. Tous les attributs qu'ont ces hommes, tu les as aussi. Mais toi, tu m'as ignoré. Mais regarde, on me donne de la valeur. Parce que toi, tu ne veux pas me regarder. Parce que toi, tu ne veux pas me donner l'attention. Regarde-moi, papa. Regarde comment est-ce que les autres me donnent de l'attention. C'est ça que crie une femme.
une femme qui souffre de la, de la promiscuité sexuelle. C'est ça qui crée une femme à la promiscuité sexuelle. Encore une fois, je te rappelle bien sûr que c'est un mécanisme inconscient. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais c'est elle, c'est ça qu'elle recherche, c'est ce qu'elle recherche. Il n'y a pas plus pire. C'est-à-dire, tu entends des femmes, il y a même des femmes qui crient euh, au lit, voilà, enfin le mot là, j'ai pas envie de le dire ici, sinon F, hein, F-U-C, hein, voilà, et puis Daddy. Ou bien ceux qui ont l'expérience avec, par exemple, les latinos, eh ben, tu les entends souvent crier si papi, si papi, si papi. Mais une fois, je me suis dit, mais putain, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Si, papi, c'est quoi? Papa, t'es mort? Ou quoi? Moi, je m'appelle pas papi. C'est quoi ça? Enfin, ceux qui ont l'expérience avec les latinos en général, ou bien les espagnols aussi, hein, ben si, papi, franchement, je n'ai jamais compris pourquoi. Enfin, oui, maintenant je comprends pourquoi. Parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est là, peut-être ses limites, peut-être au film porno et autres. Non, 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 non. Non, non. Il y a des femmes dans la vie réelle euh, qui, qui, qui s'aimaient justement à reproduire euh, en fait, les comportements qu'on voit dans des films porno. Parce qu'après tout, ce sont des femmes du quotidien hein, qui ne font que s'exprimer et puis jouer un rôle, en fait. Et tu sais quoi? L'industrie pornographique ne fait que récupérer toutes ces femmes dysfonctionnelles avec des problèmes d'estime de soi et d'attachement pour leur donner justement des contrats d'embauche. Et voilà comment on crée justement des stars du X en exploitant justement ces failles comportementales. Par ailleurs, dans le problème de comportement, on trouve aussi des filles qui ont tendance à sortir avec des hommes plus âgés qu'elles, qui est aussi une autre façon inconsciente de revivre ces schémas paternels manquants dans le but d'avoir ce sentiment de protection, ce sentiment de sécurité qu'elle n'a jamais eu lorsqu'elle était enfant. Ici, je fais allusion franchement à des écarts d'âge très conséquents, car comme tu le sais, la femme en général qui aime sortir avec un homme euh, plus âgé que elle, par exemple, à comprendre par là, c'est-à-dire beaucoup plus mature, parce que les femmes adorent sortir avec des femmes enfin, des hommes beaucoup plus matures. Donc, c'est-à-dire un écart d'âge du style, tu as une femme qui a, disons, 20 ans, 21, 22 ans, qui sort avec un homme de voilà, 50 ans, 60 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ces cas, il y a presque un rapport de père-fille. Le décalage générationnel est trop important pour qu'il y ait incompatibilité. Quoique, il y a toujours des exceptions. Mais, de toute façon, mais concernant, cela ne me dérangerait pas de sortir avec une fille très jeune, autour de 20 ans, 21, 22, 23 maximum. Voilà. Parce que de toute façon, voilà, au lit, ça va toujours bien se passer parce qu'elles ont la pêche, elles ont l'énergie, elles ne sont pas encore épuisées, elles ne sont pas encore vieillies par tous ces chagrins, par toutes ces blessures. En général, hein, quand elles sont jeunes, contrairement à celles qui sont plus âgées, qui ont déjà pris trop de kilomètres, et aussi elles vieillissent aussi émotionnellement à cause de tous ces traumatismes, non seulement des mauvais choix des partenaires qu'elles ont fait, mais aussi, sans compter encore, avec le manque de papa qui s'ajoute, eh ben, ça, c'est catastrophe planétaire. Mais le souci ici,
avec ces filles qui sortent avec des partenaires plus âgés, le souci est que ben, lorsqu'il s'agira, par exemple, bon, ça, c'est pour moi, mais concernant, ça peut être aussi un petit frein parce que lorsqu'il s'agira de discuter sur d'autres sujets de vie, aura-t-elle du répondant, de la répartie? C'est-à-dire, l'écart générationnel peut faire qu'on n'ait pas les mêmes références sur certaines tendances qui ont marqué, par exemple, notre jeunesse, enfin, nos différentes époques, je vais dire. Par exemple, il y a du cinéma, des dessins animés, des faits historiques, musique, tendances, expériences de vie. Encore une fois, rien n'est impossible ici. Il y a des filles très jeunes, très matures, des filles qui lisent beaucoup de livres, hein, qui ont déjà cette culture générale, et ça fait que vous pouvez être vraiment super connecté. Mais la majorité des filles vraiment 20, 23 et autres, et avec lesquelles tu vas parler, bah, écoute, ce sont des bambins constipés. Des bambins constipés jusqu'à l'os, en termes de culture, je vais dire. Donc, ce qui est vraiment très euh, lamentable parce que la majorité d'entre elles, à cet âge-là, 20, 21, 22, 23, eh ben, ils ont déjà pris trop de kilométrages sexuels. Mais culturellement, zéro pointé, zéro, nada, rien du tout. La chose est que quand tu dépasses, par exemple, la quarantaine, la cinquantaine, ben, tu as connu, enfin, je parle des hommes ici, tu as connu beaucoup de choses de la vie, tu as voyagé, tu as expérimenté tellement de choses qu'il y a un certain nombre de choses que tu n'as plus envie de faire ou que tu trouves inutiles parce que ça ne mène nulle part. Et de l'autre côté, tu as une fille de 21 ans que tu fréquentes qui va te dire hey Bobby, j'ai envie d'aller en boîte de nuit à Amsterdam ou aller à un concert de X artiste, par exemple. Et toi, tu as déjà passé ce stade-là, surtout que tu sais qu'en termes de retour sur investissement, cela ne t'apporte rien du tout. Non, va faire comprendre cela à la fille et observe sa frustration, sinon son pétage de plomb rien qu'à la voir, lorsque tu lui dis que non, ça sert à rien. Donc, au fait, ta maturité, ton expérience peut souvent ne pas être compris par la jeune fille. En fait. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Bref, tu connais le dicton. Donc, certaines plus fêlées vont jusqu'à te dire que tu leur empêches de vivre. Donc, c'est ça le problème. Parce que le fait que tu mesures sur la balance ton retour sur investissement, eh ben pour la petite fille, la jeune fille, c'est comme si tu lui empêchais de vivre son temps. Si c'est une femme dysfonctionnelle, tu comprends ce que je veux dire. Mais les filles qui sont matures comprennent cela facilement. Donc c'est ça un peu le problème. Non. Par contre, si tu fréquentes une fille de cet âge, 20, 21, 22, 23, qui a été bien éduquée, elle profite de ta maturité pour encore enrichir sa culture générale. Et toi, tu profites de sa jeunesse, sa fertilité, sa beauté pour raviver ton énergie. Et on en revient encore un peu aux fondamentaux aussi des relations hommes et femmes. L'homme recherche la fertilité, la jeunesse, la beauté chez une femme. Et la femme recherche la maturité nécessaire chez l'homme pour la protéger, la sécuriser, afin de gérer au mieux la mission de vie que les couples. Et je vais un peu extrapoler ici. La mission des couples, la mission de vie que le couple n'est pas une affaire d'amour. Le couple, ce n'est pas des sentiments, cher ami. Le couple, c'est une affaire d'ordre et de discipline. La conception du mariage, au sens fondamental en Afrique, est une question d'ordre et de discipline. Il n'y a pas d'amour dans le mariage.
C'est après avoir établi l'ordre et le mariage, enfin, l'ordre et la discipline pour cette mission de vie que le couple, dont vous êtes en charge, dont vous êtes responsable, que se crée l'amour plus tard. L'homme apprend à maîtriser et non pas anéantir, et non pas faire semblant, et non pas faire l'hypocrite. Non, c'est quelque chose de naturel à nous. J'ai dit bien maîtriser. L'homme apprend à maîtriser sa testostérone, ses pulsions sexuelles, cette énergie qui lui donne la pouf, qui lui donne la niaque, pour le réserver, pour le pas condenser, canaliser qu'à une seule partenaire. La femme apprend à maîtriser son hypergamie pour éviter que la pression biologique ne l'emporte euh, sur la mission du couple. Et tu comprendras que je reprononce encore le mot maîtriser. On n'anéantit pas, mais on maîtrise. On ne supprime pas, on n'efface pas, mais j'ai bien dit maîtriser. Voilà pourquoi je parle d'ordre et de discipline. Travailler sur soi personnellement avant de travailler collectivement en couple. C'est ça la spiritualité africaine. Hein? La spiritualité africaine se sert des éléments de la création pour établir des traditions. Parce que la création, la nature, est avant tout ordre et discipline. Il y a une logique mathématique dans ça. Là où il n'y a pas d'ordre, c'est le chaos. Ben, nos ancêtres, en étudiant le cosmos, nos ancêtres ont établi des traditions, des rituels, des initiations en rapport avec ce qui se passe dans le cosmos. Ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Ce qui est du dedans est le reflet de ce qui est de l'extérieur. Et ce qui est de l'extérieur est le reflet de ce qui est du dedans. Et le lien ici, c'est quoi? C'est que une femme ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Une femme ne peut que donner que ce qu'elle a déjà reçu dans son passé. Si ce passé-là, des petites filles, la balance, le bagage émotionnel qu'elle a reçu est médiocre, eh bien, c'est cette médiocrité qu'elle va redistribuer justement à tous les hommes qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. Comment peux-tu prétendre que tu vas aimer un homme, fonder un couple avec lui, alors que tu as un passé trouble avec un père qui a toujours été absent, que ce soit physiquement ou émotionnellement? Comment peux-tu prétendre dire sex energize me, sex make me alive? Pour le dire en français, le sexe me donne l'énergie, le sexe me rend en vie. Alors que tu as des problèmes d'estime de soi, problèmes d'ego fragile et malsain, problèmes d'égoïsme. Où est l'énergie? Ce qui est de l'intérieur est le reflet de ce qui est de l'extérieur et vice-versa. Si la femme a des comportements dysfonctionnels qui dictent son attitude en raison d'un passé trouble avec son papa, elle manifestera ses peurs, reflétera son ego malsain avec tous les hommes qu'elle rencontrera. There is no free lunch. There is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuits. Pour revenir au comportement dysfonctionnel, tu comprends que lorsque le rapport de la petite fille avec son père a été endommagé pour des raisons que je viens de citer avant, il est courant que celle-ci développe un trouble de personnalité. Et cela se manifeste par une peur de l'abandon. Elles vont souvent rompre, quitter avant d'être quittées. Elles vont passer d'une relation courte à une autre.
c'est vraiment très paradoxal comprendre, de comprendre ces phénomènes. En fait, imagines-tu qu'il y a des femmes qui vont quitter, non pas par conviction, imagines-tu qu'il y a des femmes qui vont quitter, non pas par conviction, mais par peur d'être quittées. Elles vont mettre fin à la relation par peur que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, l'autre qui le fasse en premier. C'est un peu une façon de garder le contrôle ou de se donner l'illusion qu'on contrôle la situation. Et donc, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elles sont dans une relation qui date de quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, elles vont penser à y mettre fin ou en devenant insupportables dans la relation au quotidien, en sabotant la relation ou en provoquant une rupture. Mais pour elles, il faudra que ça s'arrête parce que ça leur permet de se protéger, de se dire « Ah ah, il va me larguer, hein? Donc je vais le faire en premier. Il ne m'a pas mis dehors. C'est moi qui suis parti en premier parce que c'est moi qui garde le contrôle. On verra qui garde le contrôle. C'est moi. Je ne veux pas la suivre. Hein. Je ne veux pas m'humilier. Je ne veux pas demander pardon parce qu'il va croire que je suis là en train de me soumettre, de courir après lui. Je vais lui montrer que c'est moi. Mais je t'assure, il y a des femmes qui ont cette attitude. Hein. À la limite, t'assure. Et j'ai déjà vu. Voilà comment, en enchaînant relation en relation, cela conduit à la promiscuité sexuelle dont on a parlé avant. Ici, il y a un livre de l'Observateur, hein, 12 types de femmes à caractère et 12 types de femmes à éviter. Et dans ces livres, en fait, le schéma des pensées profondes de ces femmes s'illustre de la sorte. Je vais lire. Sa peur de la solitude la pousse à se jeter dans les bras de qui voudra bien d'elle. Ces petites aventures sexuelles lui procurent le sentiment d'être aimée et désirée. Cela la soulagera temporairement avant que l'angoisse et l'abandon ne réapparaissent. Elle finira justement par mettre fin à sa courte aventure pour en trouver une autre. Et c'est comme ça, le cycle répare de nouveau. Note de l'observateur. Donc, elle se remettra à sortir, à avoir du monde, surfer sur les applications de rencontres et on connaît l'histoire, rien de nouveau sur le soleil. Et pour ces femmes, le rapport sexuel est accessoire. Il y en a même qui n'aiment pas le sexe. Surtout les profils des femmes qui aiment se bourrer à l'alcool avant de passer à l'acte sexuel. Le rapport sexuel pour ces femmes n'a qu'une seule utilité. Ce n'est pas le plaisir. Ce n'est pas démontrer qu'elle fait sa vie, qu'elle est en train de profiter de sa vie, contrairement à celles qu'elles font croire. Ce n'est pas ça du tout. En fait, le rapport sexuel leur permet au mieux de se sentir aimé ou désiré pendant un instant et de booster leur ego. C'est tout. Mais ce qu'elles recherchent plus que tout, c'est l'attention, c'est la validation. Et ce dont elles ont peur plus que tout, c'est l'abandon. Et donc, comment avoir cette attention, ces boosts d'ego, sans ne jamais risquer l'abandon? Voilà la question qui tourne constamment 24 heures sur 24, 365 jours par an dans leur tête. Et la réponse, facile pour elle, c'est la relation courte. Des coups d'un soir, et puis on s'éclipse. Parce que la relation longue est trop risquée. Elle fait peur. Elle peut le blesser.
À l'opposé de ça, quand une personne est saine, quand une fille, quand une femme est saine, elle accepte cela et sait que ça peut arriver, mais c'est OK. Non pas simplement avec les femmes, même avec nous les hommes aussi, hein. Une personne qui a un ego sain, la personne qui a une bonne estime d'elle-même, a un rapport complètement différent de la relation. La personne s'est dit, c'est OK. Oui, j'ai dit oui à la relation. Ça peut faire souffrir. Oui, on peut me quitter. Tu vois, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Un ego sain accepte ses risques parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il n'a pas de complexe. Il sait ce qu'il vaut. Il sait aller dans une relation en toute honnêteté. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, bon, ça fait partie de la vie. Un égo sain accepte ce risque parce qu'il n'a pas peur. Il n'a pas de complexe. Il sait ce qu'il vaut. Il se laisse aller dans une relation en toute honnêteté. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, bon, tant pis. L'ego sain n'a pas cette espèce d'angoisse du genre, je ne suis pas assez bien, donc on va me quitter. Donc, je vais me sauver avant qu'on ne me quitte. Voilà pourquoi les relations longues ne fonctionnent que lorsqu'on a un ego sain, que lorsqu'on a un ego solide, que lorsqu'on a une bonne estime de soi élevée. Ce n'est que dans ce contexte que la relation longue durée peut fonctionner. Parce que les personnes qui se lancent dans des relations longues ont confiance en elles-mêmes. Elles se disent, oui, c'est risqué. Oui, je m'abandonne à une personne qui peut me faire du mal, qui peut me blesser, qui peut me transpercer, qui peut me détruire, qui peut me ruiner, qui pourra divorcer, qui pourra m'amener en justice, qui pourra me prendre mes enfants, qui pourra me dilapider, me rendre pauvre en prenant la moitié de tous mes biens. Oui, ça peut arriver. Il y a plein de risques dans une relation. C'est terrifiant une relation longue. Mais lorsque l'on a un ego sain, lorsqu'on a une bonne estime de soi, tu acceptes. Tu te dis oui, c'est risqué, mais c'est la vie. Mais on verra, ça fait partie de l'expérience. On verra ce que la vie nous réserve. S'il faut gérer la garde des enfants à deux, on va le faire. Au fait, une personne à l'ego sain ne voit pas cela comme un traumatisme, mais plutôt tu vois cela comme une expérience nécessaire de la vie. Maintenant, tu vois la vidéo que je t'ai montrée avant, ça c'était pour répondre au messieurs qui parlait que les femmes sont toujours hantées par leur passé. Et celles qui ne le sont pas, c'est parce qu'elles n'ont pas un ego sain. Celles qui ont un ego sain arrivent à faire ce travail suffisamment en elles pour éviter que cela ne puisse, les expériences qu'elle a connues dans le passé, ne puissent se reproduire dans le futur, à accepter cela et aussi entraîner aussi les enfants dans la bonne direction. Parce qu'elle, elle a déjà connu cette expérience. Tu vois. Maintenant, imagine maintenant une personne terrifiée par une relation longue est une personne qui est terrifiée à l'idée de la rupture, de l'abandon. Ces circuits neuronaux sont câblés dans l'obscurantisme. C'est cette personne qui a un ego fragile et par conséquent, elle est tout le temps en train de se protéger contre une catastrophe. Mais de quelle catastrophe? Ces personnes emploient des phrases comme oh, je vais me protéger pour éviter ça, pour éviter ça. En fait, de par leurs arguments, de par leur peur, en fait, elles sont déjà en train de créer les conditions défavorables, euh, les conditions néfastes, désavantageuses à ce qu'elles ne, c'est-à-dire à ce qu'elles ne veulent pas. Mais cette même personne va toujours se cacher dans le déni. Oh, je ne peux plus m'ouvrir, sinon je vais me faire du mal. Je me suis ouvert à toi, tu m'as blessé. Dans le passé, j'ai déjà été blessé. Et puis, je t'ai donné une chance, tu m'as blessé. Non, je ne veux plus le faire. Tu m'as disséqué.
Tu m'as meurtri. Ah, je ne te sens plus, hein, parce que tu m'as rappelé les jours où j'ai été traumatisé, les jours où j'ai été blessé. Ou je ne peux pas signer avec toi parce que s'il se passe un malheur dans le futur, comment tu veux que je m'en sorte? Et pour savoir ça, regardez lorsque vous signez, allez signer un contrat d'assurance vie. Allez voir le vrai visage de votre femme, sa peur, son angoisse. Lorsque le courtier te demandera, au cas où quelque chose arriverait, vous arriverez, on ne le souhaite pas, qui vous voudrez mettre comme euh, second dans la mesure de pouvoir justement jouir des avantages que vous laissez. Ton nom viendra, est-ce que ton nom viendra en premier ou pas? Ou bien va-t-elle commencer déjà à réfléchir? Tic-tac, 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 tic-tac. C'est ce peur-là qui va ressortir. Regardez dans les contrats. Contrat immobilier, contrat assurance. Regarde. C'est là que tu vas voir ces femmes dysfonctionnelles. Ok, ma chère. Mais ce sont des femmes en permanence en guerre. Mais en guerre contre qui? Tu vois, c'est toujours des arguments similaires. C'est-à-dire que tu es en face d'une personne en mode prêt pour la guerre. Mais tu te demandes, mais qui est ton ennemi? Avec qui veux-tu te battre? Ça, c'est la femme à l'ego fragile qui se protège en permanence parce que la relation avec son père n'était pas une relation de qualité. Et tu t'étonnes que l'on soit une génération des divorcés, une génération des célibataires. Et l'une des raisons à cela est notre éducation. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire notre éducation n'est pas assez suffisante pour nous donner de la confiance, de la certitude, de la force pour maîtriser nos peurs. Statistiquement, une personne sur deux est issue d'une famille monoparentale. Une personne sur deux divorce. Cela explique peut-être la difficulté de notre génération à créer des relations saines, à se mettre en couple, à se marier, à faire des enfants. Il y a aussi d'autres raisons qui sont liées à l'économie, à la géopolitique et autres. Mais l'éducation, je pense que ça a une place majoritaire dans ça. Donc, tu comprends que la personne endommagée qui a des problèmes de papa va mettre en place des stratégies d'évitement. Ça encore, c'est un autre problème comportemental. Et parmi les stratégies d'évitement, ce qui ressort souvent est que la personne ne se livrera jamais. Elle ne se dévoilera jamais. Elle ne s'abandonnera jamais parce que s'abandonner à l'autre, c'est risqué, c'est être vulnérable. Tu vas comprendre. Un autre mécanisme intéressant, c'est-à-dire en l'absence du modèle fonctionnel, réel, c'est-à-dire le père, la mère, la famille, les grands-parents, autrement dit, depuis que le modèle occidental a entrepris d'anéantir les valeurs de la famille, c'est-à-dire papa, maman et les enfants forment la famille. Et non pas maman et les enfants forment la famille. Non. Ou bien maman, enfant forment la famille. Ou bien papa, enfant forment la famille. Ou bien papa, enfant forment la famille. Non. Maman, papa et les enfants forment la famille. Donc, depuis que l'Occident a entrepris, en tout cas, le modèle occidental a entrepris de dépraver le mœurs de la structure pyramidale de la famille au profit des théories du genre, au profit des cultes de l'apparence, au profit de la soif frénétique du matérialisme à outrance, la femme a commencé à vivre au travers des modèles fictifs. Les réseaux sociaux, le cinéma,
les séries comme Desperate Housewives, les livres de certains auteurs, hein, des femmes d'ailleurs qui vendent une désillusion à leur audience, ne sachant pas que beaucoup de ces écrivains, hommes et femmes populaires, même les cinémas, séries et autres, sont des activités qui suivent un agenda occulte du grand capital. Le grand capital a pour but de dépraver le mœurs, de déconstruire la structure pyramidale de la famille pour avoir une société dégénérée. Et une société dégénérée a tendance à consommer plus, à dépenser plus d'argent. Et tant qu'on sait que les femmes sont les plus grandes consommatrices de la société, il suffit de voir toutes les publicités à la TV, journaux, réseaux sociaux qui ciblent majoritairement les femmes. On comprend logiquement et malheureusement aussi pourquoi le grand capital a diaboliquement mis en place ce stratagème pour démasculiniser la femme, dysfonctionnaliser. Ah, ça, je ne sais pas si ça s'est dit. Dysfonctionnaliser. Mais bon, bref, tu l'as compris. Donc, on dysfonctionnalise la femme, lui faire perdre le repère sur ce qui en vaut vraiment la peine, la reproduction, la famille et l'héritage. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo, je pense que, ouais, va voir cette vidéo-là ou là. J'ai déjà parlé de ça, c'est-à-dire j'ai parlé, c'était un article qui c'est un article de Morgan Stanley qui conseillait à ses investisseurs de capitaliser sur la dégénérescence de la femme, c'est-à-dire de placer leur argent sur une nouvelle industrie, la chi-économie, l'économie, qui est une niche à exploiter d'avenir et où il y a beaucoup de cash-monnaie à se faire. En fait, va voir la vidéo, tu comprendras. En fait, quand tu n'as pas de modèle dans la famille, quand ta famille est dysfonctionnelle, ça devient quoi tes modèles? Ben, ça devient le cinéma, la télé-réalité, les stars, la musique, les showbiz. Ça devient ton modèle qui dicte l'attitude que tu vas avoir. Et ce genre de femme va vivre au travers des comédies romantiques. Par exemple, elle va idéaliser l'amour, chercher le partenaire parfait. Une fille qui te parle des coups de foudre. Mais regarde-moi ça. Regarde toi-même aussi le succès de 50 Shades of Grey. Et comment est-ce que beaucoup de femmes rêvaient d'avoir comme partenaire un homme qui ressemble à l'acteur principal du film dont je ne connais même pas le nom. Elles ont toutes imaginé dans leur fantasme que tous les hommes doivent ressembler à leurs acteurs préférés, alors que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça au sein de la moyenne de la population. Et le problème est qu'à force de romantiser, de rêver une future relation au travers des films, des séries, la femme ne comprend plus l'homme du quotidien. La femme ne comprend plus la relation de la vie réelle. La femme dorlotée aux comédies romantiques et aux histoires d'amour parfaites n'arrive plus à accepter l'homme du quotidien. Parce que l'homme du quotidien n'est pas parfait. Ce n'est pas un film. Dans la vie réelle, rien de cela n'arrive. Mais comment la femme a été droguée par ça? Elle espère une histoire d'amour parfaite va lui tomber dessus. Et elle a une telle idéalisation de l'amour et de la relation qu'elle n'arrive plus à s'orienter, qu'elle n'arrive plus à se contenter des histoires de la vie réelle. Et l'homme du quotidien lui paraît trop banal. Ce n'est jamais assez. Il lui faut toujours qu'il fasse plus. Il faut toujours qu'il fasse plus. Il faut toujours qu'il soit plus. Plus, 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 plus. Toujours plus. Et toi, qu'est-ce que toi, tu as à mettre sur la table? Nada, zéro. Ils ne savent même pas répondre.
Malheureusement, la réalité n'est pas ainsi. Ce n'est pas un livre d'Arlequin ou un film de Fifty Shades of Grey. Et la conséquence de ça est qu'elles finissent par divorcer, par rompre la relation parce qu'elles s'ennuient. Les motifs de beaucoup de divorces, de ruptures, c'est parce que la femme s'ennuie. Ceci pourrait expliquer pourquoi 80% des divorces sont initiés par des femmes. Et 97,2% des demandes de divorce initiées par ces femmes étaient considérées comme non fondées par le tribunal de justice. Tu peux imaginer ça. Donc, tu as 80% des femmes qui demandent le divorce. Et les tribunaux, tu es consort, ils ont fait les stats et tu es consort. Et 97,2% des demandes de divorce demandées par les femmes, je dis, étaient considérées comme non fondées. Mais comme c'est woman privilege, on dit bon, c'est non fondé, ce n'est pas grave, tu peux partir. Voilà. Et la femme qui n'a pas eu de modèle réel, des parents fonctionnels, des parents normaux qui se sont aimés, une femme qui n'a pas vu de parents s'embrasser, se prendre par la main, se respecter, s'aimer, qui n'a pas eu de vrais modèles de la vie au quotidien, va avoir tendance à fantasmer la relation au travers du cinéma, des livres, des séries, du showbiz, et elle va avoir une image complètement distordue de la relation. À l'opposé, la petite fille qui a grandi dans une famille normale ne connaîtra pas cela parce que en voyant ses parents, elle sait déjà très bien ce qu'est une relation. Elle apprécie la simplicité de la relation. Un petit bisou, un petit mot gentil, un petit repas que son mari a cuisiné pour la famille. Elle saura apprécier ce genre de choses parce qu'elle aura vu ses parents le faire. Et donc, elle a une image de la relation normale et saine. Bref. Autre symptôme de la femme dysfonctionnelle est son incapacité à réguler ses émotions. Elle se montrera colérique, impulsive et d'une humeur changeante. Elle passera de la joie extrême à la colère extrême sans raison apparente. Je me souviens avec une de mes ex qui revenait justement de ce voyage en Asie du Sud-Est. Et elle m'avait demandé de l'attendre justement à l'aéroport. Je suis parti l'attendre justement avec sa voiture, justement, au quai, au parking express. Je crois qu'on avait juste 10 minutes. Et je lui fais signe, je lui fais comprendre que je suis au parking express et je suis en train d'attendre par là. Mais elle est sortie, elle est partie m'attendre au gate, aux plateformes des arrivées, parce qu'il y a plateforme des départs, des arrivées et parking express de l'autre côté. Alors du coup, pour rien du tout au téléphone, elle commençait déjà à péter les plombs. Alors qu'il s'était passé 10 à 15 minutes. Elle commençait déjà à péter les plombs. Au téléphone, alors que tu viens d'un voyage, d'un séminaire en plus, hein, soit disant spiritualité, yoga, machin, et autres pour justement nettoyer ton esprit et renaître de nouveau. Je m'attendais à une personne qui sera saine, pure, apaisée et calme. Mais elle a commencé à me crier, péter les plombs. J'ai dit, waouh! Et tout de suite, ça a cliqué en moi. J'ai dit, ah, le déjà vu. Et bien voilà. Cimetière des éléphants. Voilà, ces voyages à plus de 2000 euros qu'elle se paye en Asie pour soi-disant aller voir des chamans, aller se guérir d'une psycho, je ne sais pas quoi. Bref, tu imagines ça? Ou bien, je me souviens encore avec la même fille et tout et consort, je lui ai demandé d'aller m'accompagner à la gare et autres. Tout s'était bien passé, hein? Journée normale, relax, rien du tout. Il y avait des embouteillages sur l'autoroute. Je lui demande, écoute, tu peux prendre la bande d'urgence parce que la sortie est juste à 50 mètres, il n'y a pas de problème.
Et là, j'ai rien compris. Boum! Elle a commencé à s'exposer. Oui, après, tu aurais une amende par-ci, par-là. De toute façon, tu ne sais pas conduire. Non, je vais toujours attendre ici parce qu'elle a commencé à parler de tout, de tout. J'ai dit, wow, wow. Et moi, pour encore la provoquer encore, j'essaie de mettre encore des petits punchlines, quoi. Des petites punchlines c'est-à-dire, comme c'est une expérience pour moi, justement, j'ai metté des punchlines pour voir où ira sa limite. Elle commençait à dire, j'en ai marre de toi, c'est toujours comme ça avec toi, toujours pareil avec toi, par-ci, par-là. Elle s'est dit, elle commençait à partir sur des sujets du passé qui n'ont rien à voir avec là. Ok, tu ne veux pas justement, tu veux suivre totalement, enfin, tu veux suivre, tu veux rester cohérent par rapport au code de la route, même, il n'y a pas de problème, tout le monde le fait. Ici, tu es conscient, c'est pas comme si tu enfreignais les règles et autres. Ben voilà, moi, c'est juste que je ne vais pas rater mon train. C'est juste à cause de ça, c'est à 50 mètres ici. Empiète la bande d'urgence et tu sors et puis ben voilà. Oh non, par-ci, par-là, c'est comme ça que tu as toujours fait dans toute ta vie, c'est comme ça que tu as pourri ma vie, et autres. Oh là 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 là. Dans mon esprit, j'étais en train de me marrer comme pas possible. J'ai dit, ouais, on est vraiment en plein dedans dans ce qu'on appelle une femme qui essaie de ne pas mourir, une femme dysfonctionnelle. Waouh! Et dans ça, c'est vraiment, c'est-à-dire, et là, c'est-à-dire une vision distordue, complètement. J'ai dit, wow! C'est là que je suis fier d'être homme, hein, parce qu'avec le pragmatisme, avec la logique, waouh! C'est-à-dire, tu arrives à prendre de la hauteur pour voir ce qui ne va pas et ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Donc, tu comprends que autre caractéristique des femmes dysfonctionnelles est de souffler le chaud et le froid. Qui n'a jamais connu cela? C'est-à-dire, une femme que tu rencontres, peu importe où, hein, vous échangez, tout se passe bien, elle te passe son numéro, vous planifiez un rendez-vous, hein, puis elle te passe son numéro, vous finissez aussi peut-être par vous embrasser, et puis quelques jours plus tard, silence radio. Elle t'ignore complètement, totalement. Lorsqu'elle te répond, elle met 2, 3 jours, 4 jours des fois. Des fois, tu es prêt à la revoir. Et le dernier jour, elle te pose un lapin en inventant, par exemple, des excuses bidons. Des excuses à... Laisse tomber, quoi. Elle disparaît. Puis des semaines après, voire des mois plus tard, des fois même ça peut prendre une année, elle réapparaît en te relançant avec un texto et puis disparaît, silence radio. Bref, avec ce genre de femmes, tu ne sais jamais où tu en es. Rien n'est jamais clair. Tantôt il y a l'espoir, tantôt c'est le désespoir. Tantôt tu échanges super bien par message, puis silence radio. Donc tu es constamment dans l'incertitude émotionnelle. Eh bien, si cela t'est arrivé, ou bien que si cela t'arrive, sache que tu as affaire à une femme dysfonctionnelle, une femme qui essaye de ne pas mourir. Malheur à toi si tu finis par te mettre en couple avec ces gens de femmes. Parce que les signes là qu'elle est en train de te montrer là au début de la relation, là, c'est ce qu'elle va te faire subir plus tard, des années plus tard, lorsque vous serez déjà en plein engagement. Faites très attention. Souvent, nous les hommes, on ignore par romantisme, on ignore des signes, des symptômes qui nous avertissent de ce qui va arriver dans le futur. Mais la vie t'a déjà prévu. Tu as fermé tes yeux, tu n'as pas utilisé ton pragmatisme, ta logique. Tu as fermé les yeux. Et toi, tu veux commencer à te plaindre des conséquences parce qu'elle t'a quitté, parce qu'elle a rompu avec toi, parce qu'elle t'a mis dans la merde. Non, non, il faut assumer, mon cher. Il faut assumer. Tout se joue au début de la relation. Lorsque tu échanges les premières semaines, les premiers mois, les premiers SMS, les premiers coups de téléphone, les premiers RDV, quelle est son attitude?
J'ai connu une fille qui me disait, sexe energize me, sexe me donne de l'énergie, sexe me met en vie, je ne peux pas vivre ça. Elle faisait ça, elle faisait comme ça, là. À une fille frigide, frigide, totalement déconnectée, qui ne veut même pas te sentir. Le fait même de voir mon visage, ça l'énervait, quoi. Elle dit qu'à chaque fois que je te vois, j'ai envie de te gifler, de gifler. Qu'est-ce que moi je fais? J'ai dit, je suis l'enfant de quelqu'un au Yako. Ah, Yako. Aïe, je suis l'enfant de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Ok, ça va. Moi, je veux partir. Elle dit, elle dit sors chaud. Ah, les femmes sont fascinantes, hein. Ça, c'est incroyable. Ah, mais bon. Bref, je sais plus où est-ce que j'en suis. Oh, aïe, 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 aïe. Heureusement, je prends des notes, sinon c'est compliqué. Donc, si tu remarques, franchement, euh, oui, on parlait des filles qui soufflent le chaud et le froid. Donc, ça veut dire que si tu remarques ces genres de filles, une attitude qui ne correspond pas à, en tout cas, à tes valeurs, eh ben, prends tes jambes au cou et cours plus vite qu'Usain Bolt. Hein, Usain Bolt, là, le champion du monde en sprint, là, cours plus vite que lui, va loin, n'attends pas. Parce que ce sont les premiers signaux étranges que tu vois là. C'est ça. Ce sont ces signaux-là qui vont justement arriver, qui vont s'abattre sur toi comme une foudre éclair. Oh. Malheureusement, ben voilà. On décide de fermer les yeux parce que nous sommes des êtres plus romantiques que les femmes. Le sabotage sera la signature absolue dans ta relation. Inconsciemment et en raison du manque d'estime de soi, de son image distordue d'elle-même et du monde aussi qui l'entoure, ainsi de ses nombreux autres complexes, elle finira par détruire toutes les relations dans lesquelles elle s'engage. Pourquoi? Parce que sa peur de l'abandon est devenue une seconde nature. Et l'abandon est le seul crédit dont elle estime être digne. Voilà. Et même il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a aucune raison valable pour qu'elle se fasse abandonner par son partenaire, elle finira inconsciemment par provoquer son départ. J'ai subi cela. Je sais de quoi je parle. Voilà. Une de mes ex même, euh, une fille roumaine m'a demandé d'abandonner mon appart pour habiter chez elle. Et plus tard, dès qu'il y avait des situations qui ne la plaisaient pas, qui la vexaient, qui la mettaient en colère, c'est elle qui me demandait de sortir de chez elle et de ne plus, voilà, et de ne plus avoir mon adresse chez elle. Bon, il n'y a pas de problème, c'est toi qui m'as demandé de venir, maintenant tu me chasses. Ok, je prends note, il n'y a pas de souci. Bonne route pour le reste. Mais le pire, c'était que c'était en plein hiver, alors qu'elle sait que je n'ai nulle part où aller. Tu imagines la chose? Et chose étrange que j'avais remarqué, à chaque fois qu'elle me mettait dehors, 1 ou 2 semaines après, elle partait en voyage où, imagine, thérapie yoga, séminaire, machin, spirituel et autres, toujours Asie du Sud-Est, à la recherche de l'inspiration qui comblera le vide de leur existence, ou bien de son existence. D'ailleurs, je n'ai jamais compris. Maintenant, je compris maintenant pourquoi ces profils des femmes va toujours en Asie du Sud-Est. C'est toujours l'Asie du Sud-Est. Eh bien, j'ai eu cette réponse avec une Hollandaise, Mink, qui m'a donné justement son point de vue là-dessus. En fait, elle est passée par toutes sortes de dégénérescences, toutes sortes de thérapies, toutes sortes de conseils, tout ce que, c'est-à-dire,
Tu vois, la dégénérée XXXL, c'est elle. Parce qu'elle est passée dans tout. Bien qu'elle soit encore jeune, je sais pas, une 30, 33, 35, je crois. Elle a tout testé, tout essayé, tout expérimenté pour en sortir bredouille. Zéro, nada. Voilà. Lors d'une discussion avec Minke, je lui ai interrogé pourquoi c'est toujours l'Asie du Sud-Est. Est-ce parce que la vie socio-économique est moins chère que l'Europe occidentale? En fait, la réponse de Minke m'a scotché. J'étais franchement en silence radio pendant au moins une heure, une heure, je crois, ou bien quelques minutes, je ne sais plus. J'ai réfléchi tellement profondément qu'elle-même s'inquiétait parce que ça l'inquiétait, elle était un peu perplexe aussi. Elle dit, ah ben, je dis quelque chose qui te vexe ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'avait dit, hein, je cite, en fait, ces voyages en Asie du Sud-Est ne sont pas que pour des raisons socio-économiques. Ça va au-delà de ça. J'étais à la recherche de l'inspiration qui comblerait le vide de mon existence. Donc, ces femmes-là que tu vois voyagent là-bas parce que ça leur donne l'illusion d'échapper à leurs conditions qu'elles subissent au quotidien, notamment les traumatismes, le déni, la peur, la solitude, le sentiment d'abandon. Pour d'autres, c'est un problème d'ego. Mais dans tout ça, c'est, ce n'est que de l'illusion, ce n'est qu'éphémère. Et aussitôt j'avais atterri à Amsterdam, c'est Minke qui parle ici, hein. Aussitôt que j'avais atterri à Amsterdam, j'ai senti ce pourquoi j'ai fouillé était revenu en galop. J'étais à nouveau colérique, anxieuse, et quand je voyais le visage de mon copain, ou quand il me touchait simplement, ou bien qu'il ouvrait sa bouche pour faire une de ces blagues à la con, je pétais le plomb sans aucune raison. Et je ne sais pas te dire pourquoi. Voilà ce que Minke m'avait dit. Après avoir tout essayé comme solution miracle à la con. Et aujourd'hui où je te parle là, Minke est en train d'expérimenter le retour aux églises. Oui, tu m'entends très bien. Retour aux églises. Minke est devenue une croyante, quoi. Une croyante qui prie Dieu et tout et consort parce que Minke, c'est une moitié, elle est à moitié euh, hollandaise, moitié finlandaise, hein, 30, 33 ans. Et je pense que je ferai carrément une vidéo sur ça parce que ça mérite vraiment une vidéo à part entière. Ouais. Pour t'expliquer le phénomène, en fait, des femmes dégénérées qui se jettent dans des églises chrétiennes comme ultime secours à leur traumatisme. Pas besoin de te faire le dessin, hein, et tu comprends déjà dans quel genre de profil on classe ces genres de personnes. Au fait, le voyage donne à ces femmes l'illusion d'échapper à leurs conditions, de devenir anonymes, loin du jugement du regard des autres. Cela leur permet également de s'abandonner à leurs activités favorites, le sexe, avec des inconnus, dans une auberge de jeunesse, dans des Airbnb et autres. Et tu remarqueras que ces femmes, en voyageant, c'est-à-dire en voyageant, elles ne vont jamais seules. Elles sont toujours accompagnées d'autres femmes ou un groupe de personnes composé d'hommes et de femmes. Et en général, qui ont à peu près la même nature. Et lorsqu'elles sont à l'étranger, ces femmes font le bonheur de beaucoup d'hommes. Et tu n'as même pas l'idée de combien d'hommes se gavent à mourir sur le dysfonctionnement de ces femmes parce qu'elles sont des proies faciles. En raison, bien sûr, de l'objectif masqué de leur voyage. À l'étranger, ni vu ni connu de tous, donc pas besoin d'attachement, pas de conséquences et en bonus dans des lieux paradisiaques.
Pourquoi se prendre la tête? Profitons de l'instant présent parce que pour ces femmes, tous les moyens sont bons pour booster leur ego fragile. Honnêtement, je te conseille de te méfier extrêmement de ces femmes qui te racontent leurs aventures de voyage en Asie du Sud-Est avec d'autres groupes de femmes ou d'hommes, ou celles qui prétendent qu'elles voyagent. Elles voyagent seules, elles te disent qu'elles voyagent seules. Mais ça, c'est du pur mensonge, c'est du pipeau. Déjà, elles ne voyagent jamais seules. Elles n'ont même pas cette capacité naturelle de faire cela parce que les femmes sont des êtres sociales. C'est-à-dire ce sont des procréatrices. Donc, elles ont en permanence dans leur subconscient le risque, le danger de se faire violer, de se faire, ou bien d'attraper une grossesse indésirable, de se faire harceler, surtout que nous sommes dans des territoires qu'on ne connaît pas, nous sommes des inconnus, voire même se faire kidnapper et aller servir dans un marché clandestin de prostitution. Voilà pourquoi elles voyagent toujours en groupe, parce que le groupe, ça rassure, parce que le groupe, ça donne de la force. On s'identifie au groupe, tu vois. Donc, autre chose que je voulais aussi ajouter dans ce profil des femmes, ce sont des femmes qui prennent trop de kilomètres sexuels lors de leurs escapades à l'étranger. En tout cas, la majorité que moi je connais. Donc, moi, je ne suis pas Madame Irma ici pour dire que, ben voilà, toi, oui, tu es parti, mais tu l'as pas, toi, tu l'as. Toi, tu as parcouru trop de kilomètres, toi, tu l'as pas. Non. Moi, je sais en général que quand tel symptôme, tel signe commence à ressortir, je ne me casse même pas la tête. Moi, je ne suis pas croyant. Je dois aussi m'aimer. Donc, voilà. Dans tous les cas, en tout cas, bref, tu fais ce que tu en veux, tu y as été averti. Voilà. Un autre comportement problématique des femmes dysfonctionnelles, c'est des femmes qui vont marquer leur corps par des tatouages. C'est-à-dire, quand j'ai lu, par exemple, le livre de l'Observateur, Caractère, 12 types de femmes, 13 types de femmes, je crois, oh, je sais plus, 12 types, 13 types de femmes à éviter, j'ai compris que ce phénomène avait tout son sens. Parce que c'est vraiment du bon sens, en fait, quand tu lis son livre. D'ailleurs, l'auteur, dans son livre, classe justement euh, le premier profil des types de femmes à éviter est la femme avec beaucoup de tatouages. Pourquoi? L'auteur décrit qu'il faut éviter ce type de femmes. Pour résumer, en fait, il avance comme argument la femme tatouée est la représentation du profil instable. Dans l'acte des tatouages, il y a l'acte de violence. Se faire tatouer, c'est se faire perforer la peau, c'est faire des micro-injections d'encre dans sa chair. Les femmes qui sont attirées par le tatouage sont des femmes qui recherchent de la violence au travers de la scarification. Lorsqu'on se tatoue, on ne considère pas son corps comme un temple parfait qui a évolué sur plus de millions d'années. On considère que son corps est imparfait, non fini, médiocre. Alors, on devient un éternel insatisfait du fait qu'on ne considère pas notre corps parfait. Si toi, tu ne considères pas ton corps parfait, tu crois que c'est le corps d'un homme que tu vas envier, que tu vas... Non, il ne faut pas se mentir. Donc, chaque événement de vie qui nous marque, qui marque la femme, est une occasion pour elle de marteler son corps avec un souvenir. Donc, lorsqu'on est insatisfait de son corps, lorsqu'on est insatisfait de son corps, on pense constamment que la prochaine scarification sera la meilleure. D'où le fait d'être condamné à être malheureux éternellement. Il n'y a pas rien qu'avec le tatouage, hein, ça s'applique aussi dans la vie en général. Par exemple, les gens qui pensent que avoir plus de voitures, avoir une plus grande voiture va les rendre heureux ou le faire gagner plus, ou le fait de gagner plus d'argent va te rendre heureux. Ou le fait parce que tu quittes un appartement T2 pour un T3 ou bien pour un T4, eh ben, cela va te rendre plus heureux. Alors qu'en réalité, non, ça ne te rend pas heureux, en fait. Ça te rend malade.
Ça te rend plus malade encore qu'avant. En fait, ces gens sont dans un schéma de pensée où la prochaine chose les rendra heureux. Les gens qui se tatouent ont souvent ce schéma de pensée. Pour ne pas dire une désillusion, pour se dire que la prochaine pièce du corps qui sera tatouée sera la meilleure. Et une femme qui est dans ce schéma-là est une femme qui recherche de la douleur, de la violence. Lorsqu'elle a envie de se faire injecter de l'encre dans sa peau, consciemment ou inconsciemment en tout cas, elle est dans la démarche des volontés de se faire du mal. Ensuite, se faire tatouer est aussi un signe de recherche d'attention. Le tatouage crie au monde, ah, je suis là, regardez-moi, j'existe, je suis spécial, je suis différent. C'est un indicateur de manque d'estime de soi à cause du tatouage, mais c'est un indicateur de manque d'estime de soi. Pas à cause du tatouage, mais par le mécanisme qui a conduit à cette femme de se faire tatouer. En l'occurrence, pour cette discussion qu'on est en train de faire ici, la femme qui se tatoue, par exemple, un papillon, un oiseau ou un dragon sur la tête, ou bien une tête de Bouddha à la surface d'entrée de ses parties intimes, veut juste attirer l'attention parce que son père n'a pas assez été présent ou parce que son père ne lui a pas donné l'attention dont elle a besoin, ou bien dont elle avait suffisamment besoin, ou bien l'attention dont elle souhaitait. Une femme dysfonctionnelle, au travers justement de son tatou, crie: je ne suis pas suffisante, je ne suis pas assez bien. Et certains tatous, certains tatous vont à l'extrême parce que ces femmes sont dans la surenchère permanente. Donc, ainsi donc, pour une femme dysfonctionnelle, n'a jamais eu ce processus sain de s'identifier à sa mère comme modèle féminin. Ensuite, développer sa propre féminité et sa propre identité. Ou de se connecter à son père pour avoir le repère afin justement de déterminer qui est un vrai homme ou un garçon adulte ou un charlatan. Tu vois. Mais si papa n'est pas là, comment faire? Parce que la petite fille a aussi envie de trouver un modèle masculin, objet de désir. Elle a envie aussi d'aimer une forme de masculinité. Elle a envie d'avoir un modèle ou quelque chose, mais papa n'est pas là. Et du coup, elle s'identifie à la mère. Sauf que la maman ne représente pas l'énergie masculine. La mère ne représente rien de masculin. La mère n'a pas cette autorité naturelle qu'a un père. La responsabilité de ces femmes dysfonctionnelles, c'est aussi la faute des papas. Oui, c'est à cause aussi des hommes, des parents, que ces femmes sont dysfonctionnelles. Ces femmes sont victimes d'un milieu familial peu défavorable, enfin peu favorable, et d'un père défaillant qui n'a pas su jouer son rôle en donnant à sa petite fille la sécurité, la protection et le sentiment d'être aimée dont elle avait tant besoin. Ce qui est une condition préalable à un avenir émotionnel sain. À l'âge adulte, la petite fille devenue femme reproduira malgré elle le seul modèle qu'elle a connu, celui de ses parents. Beaucoup de ces femmes tentent des thérapies sur plusieurs années, jusqu'à je ne sais même pas combien. Aucune femme que je ne sache
qui a mené des thérapies ou quoi que ce soit, yoga, machin, spiritualisme, je ne sais pas moi, d'autres commencent à créer tellement de noms que je ne sais même plus. En fait, jusqu'à ces jours, je n'ai connu aucune femme que la thérapie a rendue meilleure. Je dirais même qu'elles en sortent pire qu'elles ne sont rentrées. 4 de mes ex sont actuellement en train de payer les frais de leur désillusion. 4 de mes ex que je connais. Juste pour te citer simplement un exemple. La psychothérapie n'apporte aucune solution. Prends-moi encore, je ne sais pas quelle discipline et autres là, n'apporte la moindre solution concrète ni générer un réel changement de comportement ou d'habitude sur le long terme. Malgré une thérapie pouvant durer plusieurs années, les patientes paraissent en sortir encore plus perturbées et déconstruites qu'elles ne l'étaient en arrivant. Toutes ces thérapies sont avant tout un business lucratif. Toutes ces thérapies sont avant tout un business lucratif. Une bonne cliente est avant tout celle qui revient souvent aux consultations. À quoi bon la guérir? Elle est plus utile qu'en étant folle que saine. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.